Madame, Monsieur, bonjour. Chaque lundi, les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques se réunissent dans la salle des séances de l'Institut de France pour écouter une communication sur un thème choisi. Pour les séances de l'année 2006, le président, Monsieur André Damien, a choisi le thème de la justice. Et pour la première séance, le lundi 9 janvier 2006, c'est l'académicien Henri Amouroux qui s'est exprimé. Henri Amouroux, journaliste et historien, auteur notamment de La grande histoire des Français sous l'occupation. La communication qu'il a, suivant l'usage, lue devant ses confrères, portait sur la justice populaire en 1944. Il lui avait donné pour titre « Les tribunaux du peuple à la libération ». Vous allez, avec Canal Académie, rejoindre la salle des séances. Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier honoraire, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers confrères. Vous m'avez proposé, Monsieur le Président, un sujet difficile, un sujet douloureux, les tribunaux du peuple à la libération. Mais pourquoi notre compagnie éviterait-elle de traiter les sujets difficiles, éviterait-elle de traiter les sujets douloureux? Ils font partie de notre histoire, ils en sont la face noire. Il y a près de 62 ans, et ce n'est pas bien loin, comment est-il possible que l'humanité du 25 septembre 1944 ait rendu un vibrant hommage au colonel Bernard, il s'agit d'un pseudonyme bien entendu, chef du fameux maquis de Prayssac, certes, mais qui avait fait du château de Prayssac en Charente le siège de ce qu'il appelait la justice du peuple, un mot que d'aucuns ne prononçaient qu'avec terreur, car ce redoutable tribunal ne s'encombrait ni d'avocats, ni de prêtres, et allait en 3 semaines de juillet faire exécuter entre 80 et 100 personnes. Le chiffre est impossible à préciser, comme sont impossibles à préciser les charges retenues contre les coupables, car toutes les archives ont été systématiquement brûlées. Comment croire aujourd'hui qu'il y a moins de 62 ans, 75 miliciens ont été fusillés au Grand Bornand le 24 août 1944, simplement, parce que 75 cercueils avaient été commandés 2 jours plus tôt à un menuisier d'Annecy. Le procureur de la République de Thonon, Touffret Maquisard, avait, il est vrai, dit à ceux qui constituaient le tribunal du peuple, un ramoneur, un photographe, un instituteur, non pas un instituteur, un restaurateur, un imprimeur, un comptable, qu'il n'avait le choix qu'entre la mort et l'acquittement. Entre le 10h, le 23 août, et 4h du matin, le 24, il y aura donc au Grand Bornand 75 condamnations à mort et 23 acquittements. Les exécutions, 5 hommes après 5 hommes, durèrent de 8h à 10h15. À 62 ans de distance, comment imaginer que sans contrainte et parfois aux applaudissements d'une partie des Français, ait pu surgir dans presque tous les départements de l'ancienne zone libre, en Ariège, en Ardèche, en Dordogne, en Haute-Garonne, dans la Lozère, la Haute-Savoie, le Gard, la Haute-Vienne, des tribunaux promis à une brève mais terrible existence. Tribunaux qui avaient à honneur de ne pas chômer. Parlant de celui de Limoges, M. Guingouin déclara qu'il travaillait de 6 à 12 heures par jour, samedi et dimanche inclus, ce qui lui permit de juger et de condamner à mort en 1 semaine 45 personnes, dont une seule échappa au poteau. Sur le fonctionnement de ce tribunal de Limoges, on sait seulement, les archives ayant été détruites, qui était présidé par un capitaine FFI de 25 ans, assisté de 2 lieutenants de 23 ans, que les premiers accusés n'eurent pas de défenseur et que le tribunal siégeait toujours, le 12 septembre, 9 jours après l'arrêté du commissaire régional de la République qui avait légalement mis fin à son existence. Correspondant pour l'Ariège du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale,
M. Roger Farinck écrit en mars 1946 que la terreur inspirée par le tribunal du peuple de Pamiers était encore telle que les rares personnes qui en connaissaient quelque chose étaient résolument réticentes. 30 ans plus tard, il précisera n'avoir trouvé aucune trace dans les archives des délibérations des tribunaux spéciaux qui siégèrent à Pamiers avant l'installation de la Cour de justice le 24 octobre 1944. Pour le seul tribunal du peuple, dont l'activité s'était étendue du 19 au 31 août, on est aujourd'hui toujours réduit à des estimations entre 30 et 80 condamnations à mort, si bien que les historiens ont retenu un chiffre moyen 55. Archives détruites, bouche close des survivants, les organisateurs et les accusateurs des tribunaux du peuple peuvent du moins dire les raisons qui ont guidé leur décision, leur ont fait refuser toute enquête et toute instruction. Les raisons pour lesquelles, sans même la connaître, ils ont d'instinct fait leur la phrase de Couthon, les tribunaux du peuple ne sont destinés qu'à punir les ennemis de la République, on ne prendra que le temps de les reconnaître. Qu'écrit en effet le colonel Aubert, il s'agit d'un pseudonyme, commandant les FFI de l'Ariège au capitaine Gardel, commandant de la place de Foix. Je vous prie de convoquer d'urgence un tribunal militaire de 4 membres que vous présiderez pour juger sommairement les Français qui ont collaboré directement avec l'ennemi et les faire exécuter dans les 24 heures qui suivront. Le 2 septembre, le capitaine Gardel ayant obtempéré, 8 auxiliaires des Allemands, rendus responsables des assassinats les 13 juillet du sénateur Lafont et du docteur Labro, assassinats pour lesquels 12 collaborateurs avaient déjà été tués par les FTP, seront fusillés 1 heure après le jugement. Lorsque, le temps ayant passé, les autorités militaires voudront obtenir quelques précisions sur ces tribunaux, qui se disaient parfois cours martiales, elles s'attireront souvent de cinglantes répliques. Voici un document. Le 20 avril 1946, le colonel Duperron, commandant le groupe de substitution de Nîmes, a demandé au capitaine Georges T., responsable de l'organisme liquidateur des FFI, des indications sur les conditions dans lesquelles la cour martiale avait été constituée. Le 28 février 1947, un an plus tard ou presque, il reçut enfin cette réponse. En réplique à la réaction des éléments fascistes du Gard qui désiraient semer la perturbation. Le colonel Duperron a réclamé le nom d'officier qui a désigné les membres de la cour martiale, qui a assumé la présidence. Voici la réponse. Le peuple et toute la vraie France. Duperron s'intéresse-t-il au nom des juges? Le capitaine T lui répond « Le peuple de France et les victimes du fascisme ». Nous sommes en 1947, on n'en saura pas davantage. Dès le 25 mars 1945, le commissaire de la République avait d'ailleurs précisé au ministre de l'Intérieur qu'il n'avait pu recueillir de renseignements sur la cour martiale d'Alès. On saura cependant qu'elle était présidée par un déserteur, non plus que sur celle de Mende et sur celle de Nîmes, qui avait créé une cour martiale extraordinaire pour condamner à mort en septembre, en représailles d'attentats qui auraient été commis sur des FFI et des FTP, 10 puis 18 miliciens prisonniers. De ces excès, de ces mises à mort qui rappellent les excès des mises à mort de 1793, l'opinion ne savait que ce qu'en disaient des journaux à la pagination réduite, une feuille simplement, des journaux qui, à quelques exceptions près, le Figaro avec Mauriac, Sud-Ouest avec Le Moine, Le Progrès avec Brémond, camouflaient peureusement les faits lorsqu'ils n'applaudissaient pas aux exécutions et n'en demandaient pas davantage. D'ailleurs, une partie du peuple ne donnait-elle pas raison à ces juges improvisés
qui prétendait en 6 minutes, c'est exactement le temps qui au grand bornand sera accordé, plaidoirie comprise, à l'examen du cas de chaque inculpé, examiné, dont le sort est examiné au nom du peuple, et qui sont condamnés à mort quelques heures après. Sur l'atmosphère qui régnait dans le tribunal du peuple, voici d'ailleurs le témoignage du journaliste Marcel Picard, débarqué en Provence avec l'armée de Lattre, et qui, le 8 septembre, assiste à Montpellier au jugement de 20 miliciens, dont 19 sont immédiatement fusillés. « Je vous jure, écrit Picard, que ça a de la gueule. Ça a même une gueule énorme. Ce n'est plus le cadre sévère du vieux palais de justice, ni une simple cour martiale qui siège là. C'est le tribunal révolutionnaire, celui de 1793. Pas besoin de carton pour entrer. Les premiers arrivés choisissent leur place. Et c'est maintenant une foule qui se presse dans toutes les enceintes, débordant le prétoire, envahissant la barre du jury. Là, aujourd'hui, il n'est pas besoin de jury. Les débats sont courts. On a supprimé la fastidieuse lecture de l'acte d'accusation. Il n'y a pas de témoins. Les témoins, c'est toute la salle. Quant aux plaidoiries, elles s'inspirent de l'atmosphère et sont courtes, ce qui ne les empêche pas d'être éloquentes. Tous les avocats ont été désignés d'office, mais le record de la brièveté tenu par l'accusation, le réquisitoire tient en 10 mots, pas un de plus. Je demande la peine de mort pour tous les accusés. Il faut dire la vérité. Le reportage de Marcel Picard ne choque pas grand monde. Il ne choque pas le jury du prix Albert Londres, qui en 1946 lui attribua son premier prix décerné après l'interruption de l'occupation. Dans sa crudité, non exemple d'une sympathique compréhension pour ceux qui réclamaient la mort, le texte de Picard était le reflet d'un bref moment de l'histoire de la libération. Lorsque le général de Gaulle, et les mots qui suivent sont de lui, voyant bouillir d'affreux éléments de trouble dans le creuset des affaires publiques, se faisait l'effet de Macbeth devant la marmite des sorcières. Ces sanglants et humiliants excès que de Gaulle dénonce et qui s'emploiera très vite à réprimer, il faut les replacer dans le temps, dans l'espace, dans le contexte. Dans le temps, on peut dire que les tribunaux du peuple ont disparu à la fin du mois d'octobre 1944. Dans l'espace, leur zone d'action recouvre cette ancienne zone non occupée où, avant la guerre, étaient nombreux les départements à majorité de gauche, les départements déchristianisés, des départements plus que d'autres sensibles aux violences de la guerre civile espagnole. Le découpage de la ligne de démarcation les avait placés sous la tutelle de Vichy. Tutelle acceptée d'abord avec soulagement par des millions de Français assommés par la soudaineté de la défaite, par tous ceux, près du quart de la population d'alors, qui avaient été dispersés sur toutes les routes de l'Exode, par les pères, les mères, les femmes, les enfants, qui attendaient de l'armistice une information sur le sort de ces 2 millions de soldats dont on ignorait tout et dont on ignorera tout pendant des mois encore. Quant au chef de l'État, le maréchal Pétain, auréolé de la gloire de Verdun et des souvenirs de 1917, bénéficiant de l'une de ces violentes crises d'antiparlementarisme qui suivent toutes les défaites, il est acclamé à Toulouse, Marseille, Lyon, ville rouge et rose de tradition. Évoquant cette popularité, le général de Gaulle écrira d'ailleurs avec quelque mélancolie dans ses mémoires de guerre qu'un film des voyages du maréchal, reçu à Londres en décembre 1940, en apportait des preuves évidentes. On ne peut négliger le contexte. Il permet de situer géographiquement la fracture française. Elle se produit dans l'ancienne zone non occupée. Il permet de dater le début du processus
qui conduira à la guerre civile, l'été de 1943. Après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, la zone libre avait été occupée par la Wehrmacht. Le 27 novembre, ses casernes envahies, ses armes saisies, l'armistice avait été dissoute par le vainqueur. Et la milice, avec l'accord des Allemands, mais également avec l'accord et la bénédiction du gouvernement, allait rapidement prendre place parmi les forces du maintien de l'ordre et assez vite se trouver engagée dans la lutte contre les maquis naissants. On sait l'origine de la milice. Alors que la Légion des combattants, créée en juillet 1940, avait pour vocation de rassembler, sans grand souci des opinions politiques, les anciens combattants de 14-18, les anciens combattants de 39-40, le mouvement, jugé trop mou par certains de ses dirigeants, et notamment par Joseph Darnan, avait donné naissance au service d'ordre légionnaire, antisémite, anti-maçon, anticommuniste, dont les éléments les plus durs et les plus sûrs s'engageront, créeront la milice, s'engageront dans la milice, et pour certains d'entre eux, s'engageront dans les rangs de la Waffen-SS. Il est vrai, car je pense qu'il faut toujours dire le vrai, il est vrai que jusqu'à l'été de 1943, les miliciens ne sont pas armés. Il est vrai également que ce sont les communistes engagés, on le sait, depuis la rupture du pacte germano-soviétique et l'invasion de l'URSS, dans une campagne d'attentats visant non seulement les occupants, mais les collaborateurs, les anticommunistes et par extension certains pétainistes, ce sont les communistes qui les premiers ont ouvert le feu. Ils l'ont fait le 24 avril 1943 en tuant le chef milicien Paul de Kazowski, et c'est après l'assassinat d'un 10e milicien, qui s'appelait Julien Petit, le 15 octobre, que des représailles ont été décidées. C'est après la mort, le 22 novembre, du capitaine Jacquemin, responsable départemental de la Haute-Savoie, qu'elles vont prendre de l'ampleur. Alors, la guerre civile va s'accélérer. Elle mettra aux prises essentiellement dans l'ancienne zone libre, où se recrutait la presque totalité des miliciens, des hommes qui, en 1914-1918 et en mai-juin 40 encore, avaient combattu côte à côte le même ennemi. Lorsque sur tout le territoire français a reflué l'armée allemande, l'horreur est apparue. Horreur à Saint-Genis-Laval, où 120 hommes et femmes attachés par couple ont été mitraillés puis jetés au feu. Horreur à Bron, où sur l'aéroport, 72 juifs amenés pour combler les trous causés par les bombes alliées sont tués, le travail achevé, et jetés dans des cratères que viendront combler de nouveaux juifs, eux aussi promis à la mort. Horreur de ces puits de mines abandonnés et dont l'ouverture a été bouchée sur des corps sans vie. Horreur des pendaisons de Tulle, des exécutions d'otages qui précèdent de quelques heures le départ définitif des occupants. Villages incendiés, habitants massacrés, Rouffignac, Maillé, Oradour, massacrés par des troupes qui, en s'éloignant, n'auront que très rarement à répondre de leurs crimes. Demeurent des collaborateurs, ou supposait-elle, ceux qui n'ont pas précédé ou suivi l'Allemande en sa retraite, car l'armée allemande est accompagnée par de longues colonnes de miliciens, de collaborateurs qui tentent de se réfugier en Allemagne pour gagner du temps. Ceux également qui ne se croyaient pas spécialement menacés. Françoise Armagnac avait, le 13 mars 1943, adhéré à la milice de Chabanais. Après avoir assisté à 2 réunions, elle avait par écrit donné sa démission le 9 août 1943. Comment pouvait-elle imaginer qu'elle serait enlevée le 4 juillet 1944 par les hommes du maquis de Pressac, enlevée le jour même de son mariage et à la sortie de l'église? Comment aurait-elle pu croire que, traduite devant la justice du peuple, elle serait le soir même condamnée à mort,
fusillé le lendemain dans sa robe de mariée, qui lui servira de linceul. Il est vrai qu'avec sa mère, elle habitait une grosse et inconfortable, je le dis parce que j'y ai couché, une grosse et inconfortable maison que dans le pays, on appelait le château. En temps de révolution, les châteaux constituent toujours une circonstance aggravante. Ce fut vrai en 1792, ce fut vrai en 1944. Les miliciens qui comparaissent devant les tribunaux du peuple, dont ils constituent, on l'a vu, le gibier ordinaire, sont dans tous les cas, dans tous ces départements ruraux de l'ancienne zone libre, sont des voisins, des hommes et des femmes que l'on connaît et avec lesquels on règle enfin de vieux comptes. Souvent, ce sont leurs ouvriers, leurs fermiers qui les jugent. Parmi ceux qui comparaissent quelques minutes et sont fusillés quelques heures plus tard, il y a naturellement des coupables de délation, en un temps où la délation pouvait conduire à Auschwitz ou à Dachau. Il y a des hommes qui, avec les Allemands, ont participé à la chasse aux maquisards et tenu pour victoire ce qui n'attaillait qu'assassinat, et qui, pour ces assassinats, ont obtenu des citations au journal officiel. Mais ces coupables méritaient une autre justice qu'une justice fourre-tout, où ce qui aurait été puni de 5 ans de prison, ou celui qui aurait été puni 5 ans de prison, accompagné au poteau celui qui effectivement méritait la mort. Dans le tome 2 des Mémoires de guerre, le chapitre « Le rang » est suivi du chapitre « L'ordre ». En vérité, la victoire sur le désordre était le préliminaire à la reconquête du rang et de la grandeur. De Gaulle l'avait toujours su. Parlant à Tunis, le 7 mai 1944, il avait déclaré « À ceux qui supposent qu'à la libération, la France pourrait en revenir à l'époque féodale et se répartir entre plusieurs gouvernements, nous donnons rendez-vous un jour prochain à Marseille sur la Canebière, à Lyon sur la place Bellecour, à Lire sur la Grand Place, à Bordeaux sur les Quinconces. » Or, c'est bien la menace de plusieurs gouvernements qui planaient sur la France tout à la fois, libérée et éclatée. Ces gouvernements multiples, avec leurs petits chefs, leurs magistrats, leurs exécuteurs, c'est dans l'ancienne zone non occupée qu'ils foisonnent, pour une raison assez simple, mais qu'il faut dire. La France, toute 1944, est un pays en morceaux, un pays haché menu par la guerre, un pays où relier 2 villes distance de 30 km tient du miracle, où téléphoner de province à Paris, de Paris en province, relève d'une grande chance ou d'une grâce du ciel. 3127 ouvrages d'art ont été détruits. Sur les 11 800 locomotives d'avant-guerre, il en reste 2800. Sur les 2 500 000 véhicules, 300 000 seulement roulent encore. C'est le 22 novembre 1944 que la Loire est franchie pour la première fois sur un pont de chemin de fer reconstruit. C'est le 23 novembre 1944 que la liaison ferroviaire Saint-Raphaël-Cannes est rétablie, ce qui permettra une maigre amélioration d'un maigre ravitaillement. On pourrait poursuivre, multiplier les exemples. À quoi bon? Dans les travaux de reconstruction, Alliés et Français privilégient naturellement tout ce qui servira l'alimentation de la bataille. Dure et ardente bataille qui se poursuivra jusqu'au 8 mai 1945, de laquelle les départements de l'ancienne zone occupée sont pratiquement tenus à l'écart par l'histoire. Je n'oublie certes pas que la première armée française, celle de Delattre, et la 7e armée américaine, celle du général Patch, ont débarqué victorieusement en Provence le 15 août, puis le long du Rhône, poussé devant elle toujours plus vigoureusement, toujours plus efficacement, la 19e armée allemande, jusqu'au moment où, à bout de carburant et non pas de courage, elles devront faire halte le 15 septembre devant Luxeuil, devant Belfort, devant Pont-de-Roide.
Mais pas question pour ces armées d'aller à droite et à gauche remettre de l'ordre dans des villes turbulentes. Si De Lattre, escorté de quelques chars, se rend pour très peu d'heures à Montpellier le 2 septembre, c'est en souvenir de ce 11 novembre 1942 où il avait tenté de sauver l'honneur de cette armée de l'armistice qui avait reçu l'ordre, à l'annonce du franchissement par les Allemands de la ligne de démarcation, de ne pas bouger de ses casernes. Mais à peine a-t-il quitté Montpellier en liesse, Montpellier rassuré, la situation redevient ce qu'elle était avant son arrivée, et le tribunal du peuple reprend ses audiences. C'est à De Gaulle qu'il appartient et qu'il appartiendra de tout régler. Le 8 ou le 9 septembre, il a sous les yeux un rapport rédigé par un haut fonctionnaire envoyé en mission dans le Midi. Ce rapport, mes chers confrères, se trouve parmi les documents du tome 2 des Mémoires de guerre. Son auteur, dont le nom n'est pas précisé, après avoir visité les régions de Clermont-Ferrand, de Limoges, de Montpellier, est passé par Toulouse avant de se rendre à Bordeaux. Il dit ce que nous savons aujourd'hui. Je cite, « Presque partout, les traîtres et les délateurs ont été déférés à des cours martiales. Les francs-tireurs partisans dans la Haute-Vienne, dans la Corrèze, dans le Gard, se sont fait remettre par les banques sous la menace des armes, des sommes considérables. Mais ces abus, aussi désastreux qu'ils soient, sont isolés. Dans toute la zone sud, le caractère politique de la résistance est au moins aussi accusé que son caractère militaire. Les comités départementaux de la libération, qui ne représentent que très imparfaitement la variété des opinions de leur département, ont manifesté l'intention et parfois la volonté de le gouverner directement. Les forces françaises de l'intérieur ne sont pas commandées, des chefs de bande surgissent qui s'assurent une clientèle. Des lignes et des lignes encore, le rapport occupe la totalité des pages 298 et 299 des Mémoires de guerre, des lignes pour dire la peur des uns, l'arrogance parfois meurtrière des autres. Ce rapport s'achève sur ces mots. Des décisions urgentes me semblent nécessaires, mais je doute que le général de Gaulle puisse les prendre avant d'avoir visité les régions de la zone sud. Mot véritablement déclencheur, car le 14 septembre, le général de Gaulle n'est à Paris que depuis 3 semaines. Le général de Gaulle s'envole en direction de 4 villes chaudes, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux. Devant toutes les foules, il prononce le même discours. Discours en 3 points. La guerre continue et l'armée française doit poursuivre la guerre aux côtés des Alliés. Les ruines sont nombreuses et c'est la France tout entière qu'il faut reconstruire. Enfin, rien ne se fera que dans l'ordre. Il existe des journaux dans lesquels on trouve l'écho de toutes les réactions au discours du général. Pour parler de celle de Bordeaux, le 17 septembre, le quotidien Sud-Ouest emploie 4 mots qui marquent d'importants degrés dans l'enthousiasme. Applaudissements, vif applaudissement, acclamation, ovation, le mot ovation étant réservé à la phrase qui annonce le chant de la Marseillaise. Les acclamations, mot le plus fort, suivent toujours les mots « on ne fait rien » et surtout rien de grand que dans l'ordre. L'ordre, quel est-il, poursuit le général de Gaulle, c'est celui de l'État, celui de la République, celui que représente et doit faire exécuter le gouvernement de la République. Avant de rencontrer la foule, comme après en avoir reçu les acclamations, le général de Gaulle fait la leçon, si j'ose dire, aux différentes autorités issues de la résistance. Au commissaire de la République, Yves Farge, à Lyon. Yves Farge, qui lui a dit
à son arrivée, et qui lui a dit, lorsqu'il demandait où sont les autorités, lui a répondu en prison, mon général. Yves Farge à Lyon, Aubrac à Marseille, il rappelle la nécessité de s'imposer pour imposer l'autorité de l'État, qui est la seule qui vaille, la seule, dit-il, qui puisse être admise au moment où les batailles en désordre ont cessé. Au chef maquisard, sur les épaules desquels, parfois abusivement, parfois légitimement, car ils avaient agi quand tant d'autres se tairaient, sur les épaules desquels les galons se sont multipliés, il dit qu'ils doivent choisir entre le retour à la vie civile et l'intégration dans l'armée régulière ou avec un grade inférieur au celui qui était le leur, il leur faudra, dans une guerre différente, faire leurs preuves. Les remontrances de Gaulle au commissaire de la République, ses ordres à des colonels FFI, auxquels il n'épargne pas l'humiliation de leur demander quel était leur grade en 1939, son irritation devant la présence, en septembre encore, de groupes armés qui, je le cite, cédant à l'impulsion de faire justice sans autre forme de procès à l'encontre de leurs persécuteurs, sa colère devant un désordre qui empêche la France de retrouver son rang, car Anglais, Américains et Russes retardent toujours la reconnaissance du gouvernement, reconnaissance qui n'aura lieu, vous le savez mes chers confrères, qu'au mois d'octobre 1944. Toutes ces manifestations de Gaulle, toutes ces manifestations de volonté ont-elles porté fruit? Oui, le 24 septembre, c'est-à-dire 10 jours après le passage de Gaulle à Lyon, Yves Farge, commissaire de la République, déclare « Il faut qu'on sache qu'il n'est pas possible d'arrêter sans mandat régulier, qu'il n'est pas possible d'épurer sans que les préfets, les premiers présidents et les procureurs généraux commandent l'épuration en s'entourant de la légitime opinion des comités de libération qui incarnent la douleur de la France martyre, mais la justice doit être rendue par les juges. Oui, De Gaulle est en passe de gagner son combat pour le retour à l'ordre. Puisque, et cela fait preuve, dans l'Humanité du 28 septembre, Marcel Cachin regrette le temps où, et je le cite, lorsque les volontaires du maquis avaient libéré une ville ou un village, ils fusillaient les traîtres avérés qui avaient désigné à l'ennemi les maquisards, les anti-collaborateurs et leurs familles, ont rasé la tête des misérables filles du ruisseau qui s'étaient livrées aux occupants. Cachin poursuit en écrivant. On pourrait épiloguer à perte de vue sur la légalité, la légitimité de ces exécutions rapides. Mais il n'épilogue pas, se contentant d'affirmer qu'elles ont été une garantie d'ordre dans la cité. Quel ordre? Celui de la peur et souvent celui de la terreur. En tout cas, l'ordre voulu par Marcel Cachin n'était pas l'ordre désiré par le général de Gaulle. Mais il n'existe pas de baguette magique. Et le traumatisme a été trop grand. Des deux côtés, les passions ont été trop violentes pour que la remise en ordre d'un pays où toutes les hiérarchies familiales, nationales, juridiques, toutes les hiérarchies avaient été culbutées, soit chose facile. Jusqu'en décembre 1944, en janvier 1945 encore, le général de Gaulle, c'est au moment jusqu'en janvier 1945 et même en janvier 1946, avant son départ, le général de Gaulle ne cessera de harceler son ministre de l'Intérieur, Tixier, à laquelle il envoie des notes et des notes, ses ministres de la Justice, François de Menton, puis Pierre-Henri Tedgen, eux-mêmes harcelés par une presse communiste qui s'indigne de trop d'indulgence. Que les ministres, écrit de Gaulle, révoquent les préfets trop faibles, qu'ils arrêtent, qu'ils condamnent, qu'ils fassent arrêter, qu'ils fassent condamner les fauteurs de troubles,
les rançonneurs, les pilleurs, ceux qui par la plume ou par le revolver menacent les représentants d'un pouvoir toujours en équilibre et terrorisent les juges, car il faut bien du courage, en octobre 1944 et novembre 1944 encore, pour dans certaines villes du Midi représenter l'État ou pour siéger dans ces cours de justice dont le nombre, le 14 septembre, a été considérablement augmenté, puisqu'elles se compteront jusqu'à 120. À son retour de Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, le général de Gaulle, parlant le 14 octobre, a réaffirmé que le pouvoir de rendre la justice revenait exclusivement aux magistrats commis par le fer par l'État. Évidence, en 1944, mes chers confrères, ce n'est nullement certain. Évidence, en septembre et en octobre, plusieurs en tout cas refusent cette évidence. Voici la lettre datée du 18 septembre, écrite à Pierre Berthaud, qui était commissaire de la République à Toulouse. Elle est écrite par le président du comité de libération de Montange, une ville de 1000 habitants, une petite ville de 1000 habitants dans le Tarn. Prescrivez, monsieur le préfet, prescrivez la mise en libération des détenus qu'il vous plaira de libérer. Nous les reprendrons un jour, et ce jour-là, nous les livrerons à la justice populaire. Mot en l'air, vantardise nullement. Dans la France de l'automne et de l'hiver 1944, à Rodez, à Alès, à Nîmes, à Lyon, de petites bandes décidées attaqueront les prisons pour extraire de leurs cellules des captifs à leurs yeux insuffisamment condamnés et pour faire ensuite justice au nom du peuple. Voici, mes chers confrères, ce que l'on pouvait dire en quelques mots, mais je suis naturellement à votre disposition pour répondre à vos questions. Voici ce que l'on pouvait dire en quelques mots sur le thème qui m'avait été proposé par notre président. L'histoire des tribunaux du peuple n'est que rarement évoquée aujourd'hui, mais je sais des départements, des villes, des villages, où elle demeure vivante dans bien des mémoires encore. Merci, Monsieur le Président. Vous venez d'entendre Monsieur Henri Amouroux de l'Académie des sciences morales et politiques lors de sa communication en séance le 9 janvier 2006, une communication intitulée